Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Mais juste avant de démarrer, laisse-moi te parler des partenaires du Café du Market qui me permettent de te proposer des contenus toujours plus qualitatifs gratuitement. Le premier, c'est Pledzi, ma solution de marketing automation préférée. Quand on fait du marketing automation, on le sait, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des workflows de nurturing qu'il va falloir faire évoluer dans le temps à chaque fois qu'on crée de nouveaux contenus pour que ça soit toujours pertinent. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui va être capable de pousser automatiquement le bon contenu à la bonne personne au bon moment selon ses centres d'intérêt et son niveau de maturité. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top, qui fait que c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Mon second partenaire, c'est Time. Quand on passe de marketeur in-house à indépendant, il y a un gros changement à ne pas sous-estimer, tu peux me croire, c'est la gestion administrative. Créer des devis, des factures, suivre les paiements, ses notes de frais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est en entreprise, et pourtant on n'a pas le droit de se tromper. C'est là qu'arrive Time, qui est un super outil qui te permet de gérer simplement tes factures, tes devis, ton compte pro et tout ce que demande le quotidien d'un indé. Que tu aies déjà franchi le cap ou que tu l'envisages pour l'avenir, cet outil c'est un must-have que je t'invite à découvrir rapidement. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler fidélisation des clients parce que c'est un levier business qui est sous-estimé par les entreprises qui ont tendance à mettre un accent très fort sur l'acquisition, parfois justement au détriment de la rétention. Pour voir justement comment est-ce qu'on peut améliorer la fidélisation des clients et ce que ça peut apporter, je suis aujourd'hui avec Laurie Jacobi, qui est fondatrice de My Marketing Experience. Bonjour Laurie. Salut Axel, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Je suis ravie d'être ici, Axel, sur le Café du Market, qui est un podcast que j'aime beaucoup, et pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Justement, tu vas l'occasion de tout détailler. C'est un plaisir de te recevoir aussi parce que du coup, j'allais dire collègue podcasteuse, donc c'est cool de pouvoir t'avoir au micro. Et d'ailleurs, justement, tu nous diras aussi c'est quoi ton podcast que je vous invite à aller écouter, à aller découvrir si vous le connaissez pas. Bref, pardon, je commence l'intro. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter comme il faut en quelques mots, s'il te plaît. Parce que Avec tu parles mieux que plaisir. moi. Moi, je suis Laurie Jacobi, je suis la cofondatrice, comme tu l'as dit, de My Marketing Experience, qui est une agence de conseil et de services marketing en B2B. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai créé ça avec ma sœur, qui est donc ma sœur jumelle. Et je suis aussi l'hôte, ou plus exactement la co-hôte, de My Marketing Podcast, qui est un podcast spécialisé marketing et vente. Très cool. Effectivement, tu as dit co-hôte parce que du coup il y a Sandy et vous êtes aussi toutes les deux très présentes sur LinkedIn. Bon bref, on mettra tous les liens pour que vous puissiez retrouver les contenus aussi de Laurie et Sandy qui sont très cool. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler fidélisation des clients. C'est vrai qu'on en parle peu. Je le disais, les entreprises ont tendance toujours à vouloir aller chercher plus de clients, à faire un focus qui est certainement exacerbé sur ce sujet-là. Pourquoi, selon toi, il faudrait plus s'intéresser justement au sujet de la fidélisation et peut-être pourquoi est-ce que justement on le fait pas assez? Alors déjà, c'est très vrai. On parle tout le temps acquisition. Ouais. Je pense que ceux qui sont sur LinkedIn voient beaucoup de mes 5 hacks pour une acquisition aux petits oignons. Enfin bon, peut-être pas le sujet, le titre aussi pourri que ça, mais on voit beaucoup moins finalement le même type de sujet pour des thématiques plus sur la fidélisation, qui est quand même une stratégie à part entière pour générer du chiffre d'affaires. Moi, je me suis longtemps posé la question. Alors peut-être parce que on est un peu paresseuse avec Sandy. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est vrai que nous, on a mis l'accent sur la fidélisation dans notre propre stratégie depuis le premier jour où on a créé notre agence. C'était vraiment quelque chose d'hyper important. Mais parce que en fait, tu passes quand même beaucoup de temps et tu mets beaucoup d'énergie à acquérir ces clients. Et finalement, ne pas leur revendre, ça veut dire que tu es toujours en train de chercher des nouveaux clients. Donc c'est quand même un petit côté fatigant. Et ça manque, à mon sens, ça manque de sécurité dans ta stratégie, en fait, pour sécuriser du chiffre d'affaires. Mais peut-être c'est un peu plus hype quand même de dire j'ai décroché des nouveaux clients, tu vois, il y a peut-être cet instinct du chasseur, plutôt que de dire j'ai revendu à un client où il y a moins cet effet, de gloire d'avoir décroché un nouveau client.
En tout cas, pour moi, à mon sens, c'est vraiment une stratégie qui gagne à être déployée au sein de toutes les entreprises, que ce soit dans les services ou dans les produits. Alors, il y a un peu plus compliqué parfois dans les produits, mais bon, il y a plein de choses à mettre en place. Et moi, à titre d'exemple, pour te dire, aujourd'hui, nous, la fidélisation, c'est à peu près, en 2024, ça sera à peu près 60% de notre chiffre d'affaires chez My Marketing Experience, que ce soit Ok. en termes de revenus récurrents ou en termes de revente à des clients. Ouais, parce que c'est deux sujets différents, effectivement, en fait. Il y a la récurrence, et puis après, il y a la revente. Enfin, on en Ça va parlera dépendre de ton certainement, mais modèle, on va en ouais, tu reparler. vois, parce que j'allais dire, c'est vrai qu'on le voit, c'est une logique qui est forcément très forte chez les SaaS, tu vois, par Exactement. exemple, où tu as des modèles à l'abonnement, où du coup, forcément, c'est le revenu récurrent qui est mesuré, et donc tu es toujours dans cette espèce, enfin, j'allais dire, finalement, la récurrence, c'est une revente permanente, quand t'es sur un abonnement mensuel, où tu es obligé de délivrer tout le temps pour que les gens te rachètent tous les mois à chaque fois que l'abonnement se renouvelle, quoi. Ouais, donc tu le disais, pardon, effectivement, vous avez mis au cœur la fidélisation. Euh, mais pourquoi? Enfin, je reviens encore sur le pourquoi. Pourquoi c'est Pourquoi intéressant? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire, quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Alors moi, je force personne, mais ce qu'il faut quand je vais donner mes arguments en tout cas. Déjà, c'est plus simple. En termes de rentrée de business, souvent on te dit, quand tu as vraiment du business, du besoin de développer du CA, avant d'aller essayer de choper des nouveaux clients, vois si tu peux déjà revendre à tes propres clients. La probabilité de vendre à un client qui a déjà acheté dans notre entreprise, elle est de 60 à 70% contre seulement entre 5 et 20% pour un nouveau prospect. Donc, Hmm. en termes d'effort, c'est beaucoup plus simple d'essayer d'aller revendre à un client qui a déjà acheté chez nous. Pour une raison simple déjà, parce qu'il a confiance en nous. Il a déjà testé le produit. Si ça a été délivré correctement et qu'il est content, il sera plus facilement enclin à racheter chez nous. Donc, Hmm. la prise de décision va être moins compliquée. Il y a la confiance qui est instaurée. La confiance, on le rappelle, c'est le premier levier d'achat en B2B. Après, critère d'achat en B2B. On va quand Yes. même dire pour un produit ou un service qui répond aux besoins de la personne. Ouais, évidemment. Voilà. Une deuxième raison aussi, et je l'évoquais un tout petit peu plus tôt, notamment aussi du fait que c'est plus simple, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, on parle beaucoup des coûts d'acquisition client. Il faut savoir que le coût de la fidélisation, c'est-à-dire le fait de revendre à un client, on estime qu'il est 7 fois moins cher, 7 fois moins élevé que d'aller chercher de nouveaux clients. Alors, c'est une estimation. Forcément, en fonction du secteur, ça sera pas exactement la même chose. Mais dans tous les cas, on le remarquera quand on va recontacter et travailler notre base pour essayer de revendre à des clients, on va constater que c'est moins difficile que d'aller en chercher des nouveaux. Et du coup, moins coûteux. Heu, Toujours sur le fait de la confiance, le panier moyen, en fait, quand on revend, quand on fidélise, il est souvent plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a acheté une première fois, on a testé le produit, on a testé l'offre, on sait que ça nous correspond, donc on va être plus enclin à dépenser plus, donc à augmenter le panier moyen en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime aussi. Il y a une étude qui a dit que, le panier moyen, il est environ 15 à 25% supérieur à celui d'un nouveau client. C'est pas rien. Donc, finalement, quand on veut rapidement aller chercher du chiffre d'affaires ou sécuriser du chiffre d'affaires, eh ben, il y a tout intérêt à développer une stratégie pour fidéliser ses clients, que ce soit en développant une offre, on y reviendra tout à l'heure, de récurrence, donc pour générer, du revenu récurrent ou en retravaillant son offre pour être sûr de pouvoir, proposer à nos clients des prestations tout au long de leur parcours client, de leur parcours d'achat. Yes. Et oui, pardon, j'allais couper, mais effectivement, tu l'as dit, enfin, on y reviendra sur cet aspect de développer des offres, mais c'est vrai que tu vois, moi je le vois, quand tu dis que ça rapporte plus le panier moyen. Alors sur la récurrence aussi, mais tu le vois là pour le coup, bon, on était au moment où on enregistre, en tout cas, on a fini les bilans de fin d'année, on est dans les projections sur le plan de l'année suivante et tout. Moi je le vois aussi, tu vois, même des fois tu le vois sur la différence in-band, out-band, où en fait quand tu as créé une relation de confiance, je reviens sur cet aspect de confiance, tu vois, qui est très important, Qui est où en hyper fait quand tu as important. créé par du contenu et tout, les paniers moyens sont en général plus élevés sur l'inbound que sur l'outbound, parce que du coup tu as déjà cette relation de confiance, et du coup c'est encore plus vrai sur les clients existants qui ont déjà acheté et qui, s'ils sont satisfaits, évidemment, seront en tout cas beaucoup plus enclins à dépenser plus, quoi.
Moi, je te donne un exemple. Alors, je vais pas prendre que des exemples de notre agence parce que sinon, ça serait un petit peu nombriliste. Mais j'ai un client alors qui est pas dans la tech, lui, qui a une agence de sécurité, une très grosse agence de sécurité en région lyonnaise. Mmh. Et c'est des cycles longs, c'est des paniers moyens qui sont quand même très importants parce qu'on est quand même sur des solutions de sécurité globale, donc pour sécuriser des grosses usines, Ouais. voilà, des grosses unités. Et lui, ce qu'il fait en premier, c'est coûteux quand même d'aller acquérir un nouveau client parce que souvent ils ont des prestataires, donc c'est très long. Et il va prendre une unité, en fait, unité, et au lieu d'essayer d'aller chercher des nouveaux clients en priorité, il va essayer de choper plus de marchés de ce même client parce que souvent ils n'ont pas que un point, en fait, un site. Ils ont plusieurs sites. Donc pendant un an, il va se concentrer sur un site. Il va offrir une très belle expérience avec de bons résultats. Et derrière, ça lui permet ensuite de se concentrer sur essayer. Son objectif, c'est souvent essayer de choper un ou deux autres sites de cette même entreprise. Donc, tu vois, le focus, c'est tellement coûteux d'aller en chercher un nouveau Ouais. que quand j'essaye d'abord de revendre en priorité à ces entreprises-là. Mais tu le vois dans la tech aussi, ça beaucoup, tu vois, avec des solutions comme, bah, par exemple, on pourrait prendre Monday, Asana, même Slack. En fait, c'est le Land and Expand, où en fait, ils vont essayer d'aller chercher le Exactement. premier utilisateur. Et puis, bah, après, c'est effectivement qu'est-ce que tu vas mettre en place pour essayer d'aller gagner plus d'utilisateurs au sein de l'entreprise une fois que tu as réussi à mettre un pied dedans, quoi. Exactement. Et ça, en fait, c'est ce qui permet de niveler, en fait, un petit peu ce coût d'acquisition en disant, OK, bah, je l'ai un peu plus rentabilisé. Ouais. OK, très cool. Donc, mettons, donc je suis convaincu, qu'il faille, travailler sur la fidélisation. C'est quoi les bases à travailler, les pièges à éviter justement pour rentrer dans ce processus d'amélioration sur la fidélisation des clients? Alors, effectivement, il y a quand même des bases à avoir. C'est-à-dire que si t'as pas une offre, la première chose, c'est que si t'as pas une offre qui va permettre de revendre, Mmh. ça va être compliqué de toujours vendre la même chose, au même client. Donc, c'est pas juste mes clients doivent racheter indéfiniment chez moi parce que Ouais. c'est moi, parce que je suis ultra sympa, mais il faut quand même qu'ils aient un besoin derrière. Donc ça demande, la première chose, vraiment moi quand je travaille sur des stratégies d'offres, j'adore ça, c'est vraiment mon truc, que j'adore faire, c'est, tout détailler, tout le parcours client et savoir, moi, il rentre chez moi avec cette prestation. Une fois qu'on a fini ensemble, de quoi il pourrait avoir besoin d'autre pour continuer à performer, obtenir des résultats, continuer de se développer. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je, mets en place pour pouvoir ensuite lui revendre des prestations. L'idée, c'est pas de l'habiller pour l'hiver de suite, en fait. Et Mmh. bien souvent, et ça revient au point, d'ailleurs que je t'ai pas cité juste avant, mettre en place une stratégie de fidélisation, ça a aussi l'avantage de t'améliorer en continu. Ouais. C'est-à-dire que, tu vas chercher à savoir, à obtenir des feedbacks pour, pour te dire: «Je vais développer quelque chose qui va permettre de racheter». Mais ça te permet aussi d'identifier quels vont être les prochains besoins de tes clients et de pouvoir y répondre. Hem, donc c'est une stratégie qui vise à optimiser le parcours client et la durée de vie, de ton client, donc sa lifetime value, hein, comme on dit. Mmh. Et ça, c'est super intéressant. Donc première chose, il faut avoir une offre qui est adaptée à la revente. Ouais. Et du coup, bah, ça veut dire, parler à ses clients et je crois que c'est une conversation qu'on a déjà eue toi et moi, c'est Ouais. la base de tout, c'est on parle à ses clients, pour savoir où est-ce que derrière on va pouvoir s'insérer. Par exemple, si, un client qui est venu, chez toi pour une mission de conseil, par exemple, une prestation de Mmh. conseil, je sais que toi aussi, tu en proposes, heu, par la suite, il va peut-être avoir besoin d'avoir de l'opérationnel. OK. Donc ça va être, bah, OK, on a fait la mission de conseil, je vais pouvoir te lui revendre l'opérationnel. Ça peut être aussi, en réalité, c'est du cross-sell, hein. C'est du cross-sell, mais pas Ouais. en instantané. C'est pas comme quand tu as acheté tes chaussures qu'on te propose le cirage, tu vois? Ouais. Moi, j'aime bien faire des mappings où tu vas avoir ton offre, ta première offre et une flèche avec qu'est-ce que je revends derrière, dont il va pouvoir avoir besoin. Bah, OK, j'ai acheté un site internet, derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir, enfin, j'ai vendu un site internet plutôt. Ouais. Derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir revendre? Bah, il y a peut-être de la maintenance à revendre. Il y a peut-être Ouais. de l'optimisation SEO du site internet et la question qui se pose après, c'est: «Est-ce que je le fais moi? Est-ce que je le délègue? Ou est-ce que je vois si un partenaire peut, le faire?» Mais en tout cas, ça te permet de fidéliser parce que c'est toi le contact de ton client. Ouais. OK. Donc, une offre adaptée, premier point. Une offre adaptée et moi, ce que j'aime bien faire dans les offres adaptées, c'est toujours essayer de trouver un cross-sell et une offre où tu vas pouvoir avoir du revenu récurrent parce qu'en fait, c'est prédictible.
Ouais, OK. ouais. C'est un truc que je fais très souvent avec mes clients, c'est qu'est-ce que je peux revendre si c'est pas mensuellement, ça peut être de manière trimestrielle. Mais qu'est-ce que je peux mettre au point pour avoir du revenu qui va rentrer, de manière très régulière et de manière prédictive pour voir ton matelas de sécurité. Alors peut-être que ça représentera pas 50 de ton chiffre d'affaires et voilà, sauf dans le cas où tu as effectivement où ton modèle, ton business model est fondé là-dessus, Ouais. comme dans un SaaS, mais quand tu es dans du service, c'est aussi quelque chose que tu peux développer et à mon sens, le deuxième point qui est essentiel, c'est, 1 avoir donc forcément avoir la structure d'offre qui Qui permet de colle, faire ouais. ça et 2 offrir une bonne expérience. Parce que si tu as une super offre et qu'en fait personne n'a envie de revenir, bah, forcément ça va ça va tomber un petit peu à l'eau, et l'expérience, elle va être vraiment primordiale pour fidéliser ton client. Comme je dis, on retourne rarement, dans un resto où même si c'était bon, le service était pourri, tu vois? Ouais. Heu, je je pense que ça t'est déjà arrivé, tu dis: Mmh. «En fait, c'était bon, mais tu vois, les serveurs étaient hyper désagréables, le cadre était pourri». Et je pense souvent que les personnes, même les clients reviennent, même si le service, il est un peu moins bon, mais que par contre l'expérience, elle est super agréable. Et en Ouais. fait, ça, c'est vraiment dès le premier contact et tu le vois très bien même dans la prise en main d'un logiciel, hein. S'il y a des frictions au moment de la prise en main, si, même si l'outil fait bien le job et qu'en fait c'est coûteux derrière, et ben, en fait, tu restes pas, Mmh. tu vois? Et ben, c'est pareil quand tu es, dans les services. Si, l'expérience elle est pas bonne, si tu es tout le temps en train de courir derrière le prestataire, s'il délivre mais très bien, mais il délivre en retard, ça va dégrader, l'expérience et du coup, tu auras peut-être pas forcément envie d'y retourner. OK. Heu, Moi, je te donne un exemple actuellement. Vas-y. J'espère qu'ils écoutent pas de ce podcast. Heu, je travaille actuellement avec une agence web avec qui j'avais jamais travaillé avant. Super référence, très bon. Honnêtement, techniquement, ils sont très bons, ils font du bon boulot, mais la communication est pourrie. Ouais. Les délais de livraison sont, complètement, enfin voilà, j'ai pas de délai. Quand j'en demande, on me dit: «C'est ce jour-là» et au final, c'est 3 jours plus tard, Ouais. avec des maquettes qui sont pas finies. Je sais que le résultat va être bon parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire, mais ce matin ce matin, j'ai dit, donc à Sandy, mon associée, j'ai dit: «Ils sont bons, mais je rachèterai plus chez eux». Ouais. Donc moi, ils m'auront pas fidélisée en tout cas. Donc tu vois, c'est pour moi l'expérience client, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas, négliger. Négligé, ouais, ouais. Mmh. C'est ce qu'on a dit, en plus ça fait sens à ce que par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est qu'en fait tu mets tellement d'efforts aussi, pour acquérir des clients, qu'en fait le travail il s'arrête pas à la signature, quoi. C'est que tu es obligé Bah derrière non, de délivrer une expérience de qualité mais c'est pour même qu'ils dans les puissent, logiciels. Moi, rester, j'ai quoi. été cliente récemment d'un logiciel et je vais pas dire le nom, hein. Mmh. Il a commencé à bugger, mais beaucoup, à me fournir des résultats pourris. J'ai quand même contacté la personne en lui disant: «Écoute, là, je crois qu'il y a quand même un souci». Il m'a répondu, mais super, longtemps après et au final, c'est bête, mais je me suis lassée. Voilà. Ouais. Si le support, il est pas exceptionnel, alors que moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un autre prestataire, SaaS, dans le chat où il m'avait répondu instantanément et de lui dire à la fin: «Merci, votre service, il est vraiment excellent». Ouais. Et même s'il y a des petits bugs, en fait, ça passe beaucoup mieux. Je Tu sais que je vais pardonnes. rester. Aujourd'hui, Mmh. je suis fan, quoi. Ouais. J'ai un vrai attachement pour ce logiciel. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé aussi ça. Effectivement, tu as des bugs, mais quand tu écris, tu as une réponse, Tu rapidement, pardonnes? ouais, c'est ça. Tu pardonnes, tu dis: «En fait, ça arrive, quoi», donc mais Oui, du coup, par contre, l'expérience derrière, elle est bonne, donc tu restes, quoi et exactement. tu pardonnes. Dans une certaine limite, mais c'est possible, quoi. Oui, c'est sûr dans Ouais. une certaine limite. Mais on va dire que tu le prends avec beaucoup plus de détachement parce qu'on a répondu à ton en fait, parce qu'on a répondu à ton besoin, d'être entendu, d'être écouté et de te dire: «OK, il y a eu un problème, on va le résoudre». S'ils arrivent à le faire de suite, c'est très bien. S'ils arrivent pas à le faire de suite, qu'on te donne une date, c'est mieux. Mais en tout cas, l'expérience, elle est bonne. Ouais. OK. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas que le côté technique, heu, dans la fidélisation. Il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Oui, ouais, évidemment. Donc du coup, tu disais, une offre adaptée, une expérience au top, Oui. et parmi les erreurs, j'allais dire un petit peu, Ah, classiques sur il y ce en a une sujet-là. Bon, hyper du coup, il y a classique. forcément, il va y avoir le miroir, mais Il y en a une ne pas hyper avoir classique, de c'est la même erreur que celle de se faire un super plan marketing et de pas le mettre en place, tu vois, de pas le déployer. Tu as des super offres qui répondent à tout, mais tu communiques pas dessus. En fait, ouais, personne donc en fait, ça sert à rien. Moi, combien j'ai de clients qui me disent: «Ah, eux, ils sont allés acheter ça, c'est des super clients, ils sont allés acheter cette prestat chez nos concurrents, alors que nous, on le fait». Je pense que c'est un cas que tu as déjà entendu, chez ouais, tes clients. Peut-être et j'avoue, ça m'est même déjà arrivé aussi, tu vois? Pourtant, ben, c'est mon job, hein. ouais, ouais. Sauf que,
Si tu communiques pas régulièrement, si tes clients ne savent pas tout ce que tu fais, si tu n'arrives pas toi-même à insérer par moment dans ta manière de livrer, que tu peux les accompagner par la suite. Moi, c'est quelque Mmh. chose que je fais. Quand je livre, je dis: «Je peux vous accompagner sur la suite». Si à un moment donné, tu ne le dis pas, bah, ils sont pas forcément devins. Alors bien sûr qu'il y en a qui vont te poser la question, qui vont dire: «Au fait, est-ce que vous faites ça?» Bien entendu que tu vas pas leur dire non, mais les acheteurs en B2B sont quand même des gens, souvent très sollicités, les acheteurs en règle générale, en fait, hein. Mmh. Et si tu parles pas régulièrement de tes offres et de comment tu peux les accompagner, bah, en fait, ça peut passer à trappe. Comme on dit, loin des yeux, Ouais. du bon de commande. Je connaissais pas celle-là. C'est Sandy, je lui ai piqué. Mais ouais, OK. Loin Donc des yeux, loin effectivement, du cœur, loin du bon de commande, exactement. c'est vrai que du coup, ne pas communiquer sur ses offres, de façon récurrente auprès des clients, c'est clair que du coup, enfin, bon, ça Ça paraît paraît très, paraît très tellement évident évident, en tête, mais c'est mais vrai qu'on est timide là-dessus. On a oui, vite parce fait que d'être toi timide sur, qu'est-ce exactement. que tu pourrais aller, upseller? C'est quoi les évolutions? C'est quoi les modules complémentaires? C'est quoi les fonctionnalités additionnelles, tu vois, que tu pourrais aller chercher à droite, à gauche ou enfin, je Oui, parle de fonctionnalités et de modules, mais c'est pareil en mais c'est prestation de service exactement ça. effectivement, où tu vendu un package, mais en fait, tu pourrais avoir plus et mais ça, en fait, ça peut presque, j'allais dire se présenter, dès le premier dès le premier contact, en fait et après ça doit être répété aussi de façon régulière, quoi. Mais c'est même quand tu es sur un logiciel, si tu es pas sur la formule la plus, je sais que pour en venir, moi, le logiciel auquel j'ai souscrit, c'est un logiciel de compta. Mmh. Je suis passée sur la formule supérieure, suite Ouais, à un échange avec, dans le chat avec un conseiller. ouais. Donc tu vois, c'est même quand tu es sur déjà de l'abonnement récurrent, pour faire monter la formule d'abonnement, c'est pas toujours évident, on n'est pas toujours en train de se dire: «Ah bah tiens, je vais augmenter ma forme», enfin, on est souvent en train de chercher comment réduire nos factures plutôt que de les augmenter. Ouais. Mais on n'a pas toujours conscience de cette fonctionnalité qui va faire qu'on va vouloir passer, qui va justifier de passer sur le module, sur l'offre, supérieure. Mmh. Sauf que quand c'est bien fait, quand tu as la personne dans le chat, tu peux aussi lui en parler. En tout cas, moi, c'est ce que la personne a fait. Elle a été prodigieuse puisque je suis passée sur la formule du dessus. Ouais, effectivement, Heu, t'as au niveau du support et puis après il y a des choses que tu peux créer dans l'expérience, exactement. utilisateur aussi, où tu vas avoir un point de friction à un moment, qui va te permettre d'aller déclencher un upsell, sur la formule du dessus, les fonctionnalités qui apparaissent qui sont grisées, enfin qui sont Oui, inaccessibles. Enfin, il y a plein de trucs à aller chercher et effectivement, après mais tu sais que il faut le penser dans le produit, quoi. tous tes clients qui sont abonnés à telle offre, tu peux aussi faire une communication dédiée Ouais, pour leur, présenter l'offre supérieure, pas en mode démonstration, mais ce que ça peut leur apporter, parce que l'offre supérieure, elle va résoudre des problématiques que l'offre qu'ils ont sélectionnée ne résout pas mmh, et auxquelles aujourd'hui ils sont peut-être confrontés en revanche. Et un autre problème que j'ai déjà vu, de manière récurrente, c'est tout l'inverse de l'acquisition. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être que le focus sur l'acquisition et qui vont délaisser leurs clients existants. Et il y en a, des équipes sales qui vont se focaliser, qui vont travailler que sur le fichier client existant, en essayant de tout le ouais. temps leur revendre, tu vois, le mode un peu vache à lait. Et ça, c'est pas bon non plus parce qu'en fait, à un moment donné, la source, elle se tarit. Et je pense que si tu vas pas aussi essayer d'acquérir régulièrement des clients, tu perds un peu la main et tu perds ce côté, le marché, il évolue parce que tes clients qui sont avec toi, heu, c'est très bien, mais ils sont pas représentatifs de tout le reste du marché non plus. C'est-à-dire qu'il faut un peu de sang neuf aussi. Et puis à un moment donné, ils vont partir, c'est des cycles. Donc ça, c'est Ouais. aussi une erreur que je vois, c'est l'excès, mais à l'inverse. On se dit: «Bah, en fait, c'est tellement confortable la fidélisation, d'aller juste travailler, essayer de revendre à des gens qu'on connaît, que ça devient un peu ronronnant et que, ben, en fait, c'est comme ça aussi que, derrière, ça s'essouffle». OK. Ouais, effectivement. Bon, dans l'excès, rien n'est bon, mais du coup, faut pas oublier quand même d'injecter un Exactement, peu de sang neuf de temps en temps, quoi. Très cool. exactement. Du coup, quelles sont les choses que tu mesures, les KPI que tu suis sur le sujet de la fidélisation? Et ben, écoute, ils sont assez simples, en fait, hein. C'est, le taux de rétention client. Ouais, Ça paraît évident, c'est, quel est le pourcentage de clients qui achètent de nouveau sur une période donnée? Et ça, en fait, moi, souvent, ce que je fais, c'est que, alors, forcément, un taux, important, ça montre une fidélité importante, et en revanche, un taux faible, faut pas se dire: «Ah ben, on a un taux de fidélisation faible». Ça s'analyse, c'est pourquoi on a un taux de fidélisation faible. C'est vrai que si les prérequis, ils sont OK, si j'ai la structure d'offre pour ça, pourquoi j'arrive pas à fidéliser? Donc ça veut ouais, dire qu'à un moment donné, il y a des problèmes sûrement dans l'expérience client ou dans l'offre qu'on pense être adaptée, mais qui en fait ne l'est pas. Mais il faut aller creuser le sujet. C'est rare de faire, en tout cas dans les services, c'est rare de faire 100 il y en a, qui y arrivent, hein, mmh, de taux de rétention.
Mais quand on est à 5 ou 10 il faut quand même se poser la question de pourquoi on n'arrive pas à revendre. Ouais, C'est pas juste constater, c'est essayer d'en tirer aussi les les leçons. leçons. Donc ça passe par quoi? Ça passe par, on en revient toujours pareil, on va interroger ses clients sur pourquoi. Aussi ceux qui partent, effectivement, ouais. Exactement, aussi ceux qui partent et ça c'est valable, alors quand on a ses clients en face, qu'on est dans le service, c'est simple, on peut leur proposer de discuter. Mais en réalité, c'est aussi possible quand on a un produit tech et quand on a un logiciel par exemple, il est possible de mettre ne serait-ce qu'un questionnaire à la fin et je sais que moi quand je quitte, je le remplis. Alors peut-être parce que je suis une marketeuse et que tu vois, je me dis bon On est c'est plus gentil avec les marketeurs, on solidarité, sait, ouais, c'est ça. compassion avec les autres marketeurs qui sont derrière et je m'applique à faire le job parce qu'en fait, je sais que de mon côté, j'aime bien aussi qu'on me réponde quand je pose ce genre de questions. Donc, je fais passer un message à tes auditeurs. Quand vous quittez un outil, essayez de prendre 5 minutes pour répondre aux questions si on vous les pose parce qu'en fait, ça aide vraiment à améliorer derrière l'expérience. C'est des gens qui bossent derrière et qui bossent dur pour améliorer l'expérience et retenir leurs clients. Ouais, j'allais dire, c'est vrai que bon, t'as des expériences, tu le vois dans des logiciels effectivement maintenant où t'as effectivement pourquoi partez, pourquoi est-ce que vous quand tu te Oui, désabonnes, pourquoi est-ce que vous désabonnez avec plusieurs champs et tout. Et donc là effectivement c'est bien de le remplir. On parle pas des dark patterns où non, non, non. effectivement parce que il y a certains logiciels enfin ou abonnements, je veux dire Amazon à une époque le faisait, c'était impossible d'aller te désabonner. Tu sais, on te pose 15 fois la question, est-ce que tu veux te désabonner? Oui, non, avec Oui, alors les questions qui sont grisées, les gros boutons pour en fait continuer l'abonnement, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont pas trop pas cool. alors Mais j'ai eu affaire il y a pas longtemps encore à ça et je me suis retrouvée à me dire: «Mince, mais pourquoi j'ai de nouveau ce virement alors que je me suis désabonnée?» et en fait, c'était exactement pour les raisons et ça c'est à fuir et c'est surtout à oublier parce que, la confiance là, elle est complètement cassée. C'est-à-dire que si un jour je m'étais dit: «OK, je le quitte aujourd'hui ce logiciel et peut-être j'y reviendrai demain, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'en ai plus l'utilité», c'est le truc où tu es sûr que tu reviendras jamais. c'est clair. Donc en fait, la faire à l'envers, c'est jamais une bonne idée. Voilà. Mais Pas de confiance. Ouais. si c'est clean, j'encourage quand même à prendre 3 minutes pour le faire. Ouais, un petit formulaire avec quelques Oui questions, c'est une bonne pratique. et si vous l'avez pas sur votre, si vous l'avez pas implémenté dans votre expérience client, c'est-à-dire que, pour moi, c'est même de l'offboarding, en fait, c'est ce qu'on Ouais, appelle de l'offboarding, ouais, il faut vraiment penser à l'intégrer parce que ça permet de s'améliorer en continu, en fait. yes. La Mm. valeur vie du client, Ouais, c'est-à-dire que c'est pour estimer, en fait, le revenu qu'un client, il t'aura fait durant la durée de la relation. Avec ton entreprise. Ça, c'est toujours intéressant aussi à calculer. La fréquence d'achat, il y a des clients qui vont acheter de manière très récurrente et il y a des clients qui vont acheter de manière moins récurrente. Mais c'est intéressant de savoir parce que du coup, quand tu le sais, tu peux aussi te dire, «J'aimerais l'augmenter, cette fréquence. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'augmenter?» ouais. En fait, c'est Parce juste que enfin, on sait bien, c'est pas juste regarder pour, se faire plaisir, c'est regarder pour en tirer les leçons et savoir ce qu'on peut soit on reste comme ça parce que ça nous convient, soit si ça ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, cet indicateur ouais, et puis bien est-ce qu'il y a un sûr, pattern du coup exactement, parmi les clients qui rachètent le plus, qui restent le plus longtemps, qui achètent le plus rapidement, enfin avec la plus grosse exactement, fréquence, c'est ça savoir que qui est est-ce que c'est client savoir idéal quoi. tu vois, c'est comme les abonnements au sport, quoi. Tu sais qu'il y a des moments où, ils vont plus racheter ou, sur quel format et évidemment, quand tu as une offre de récurrence, c'est, l'ARR. Si tu as développé une offre de récurrence, c'est quel est ton ARR? Ouais, OK. Donc voilà, ça, c'est les indicateurs que j'encourage à suivre. Très cool. Bah, du coup, alors, on a parlé, j'allais dire, on l'a évoqué plusieurs fois, enfin les mots, en tout cas upsell, cross-sell, sont sortis, quand on parle de fidélisation. Pour les entreprises qui sont monoproduits et surtout au début, c'est vrai qu'on n'a pas toujours ces add-ons, des offres supplémentaires pour aller chercher ces logiques. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des exemples justement pour construire ce type de proposition, en B2B? Comment est-ce que tu fais? Parce que c'est vrai que le 1er truc, c'est: «Ouais, moi j'ai qu'un produit ou j'ai qu'une offre, enfin je peux pas tout le temps aller revendre la même chose», c'est ce que tu as dit, quoi. Mais en fait, j'allais dire que ce soit un logiciel ou un tu l'as déjà abordé un petit peu, il y a des choses à aller chercher, quoi. Oui, alors que ce soit un logiciel ou pas, quand tu es Mmh. quand tu un monoproduit, que tu un logiciel, tu as forcément l'offre d'abonnement. Tu vas Ouais, pas vendre, ton logiciel à l'unité. Enfin, je veux dire, c'est ça n'aurait vraiment pas vraiment de sens. Hem, Quand tu es dans les services, évidemment, au début, tu es monoservice. C'est rare d'avoir beaucoup de services, de prestations, quand tu démarres. Tu peux, hein, ceci dit, c'est pas mais moi, j'encourage vraiment à avoir cette réflexion dès le départ,
de pouvoir identifier les besoins qui vont être connexes ou des services complémentaires qui vont arriver rapidement. Je t'ai pris, tout à l'heure l'exemple de l'agence web avec la Mmh. maintenance, parce qu'en fait, c'est un exemple qui est hyper simple, à penser pour tout le monde. Mais ça peut être, heu, tu livres, un site internet et derrière tu vas proposer une formation, tu vas vendre une prestation de formation. Donc ça, c'est déjà du cross-sell. Ça veut Mmh. dire que tu vas revendre quelque chose. Parfois, tu peux le vendre directement quand tu fais le site, mais c'est pas systématique. Ça peut aussi, je te disais, comme des prestations, d'optimisation, du référencement ou de la création de contenu. Ça veut pas dire que tu vas le faire toi-même, hein, nécessairement. Mais dans Mmh. tous les cas, c'est vraiment interroger, interroger les clients, analyser les clients pour savoir quelle va être l'étape d'après. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après ta collaboration, de quoi ils vont avoir besoin? Et ça, c'est essentiel pour déjà faire ton deuxième produit, Mmh. pour pouvoir revendre. Et si tu sais par contre qu'ils ont des besoins récurrents, tu peux aussi faire des offres en bundle, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre à l'unité, je sais pas moi, un article de tu tu es rédacteur, web, j'en sais rien. Mmh. Au lieu de vendre un article, tu vas déjà commencer à proposer de vendre des packs d'articles. OK? Ça, c'est déjà une proposition pour vendre plus ou plus régulièrement. Et puis Hem tu peux le vendre en abonnement et tu aussi. peux le vendre en Mmh. abonnement. Mmh. Exactement. Donc moi, pour moi, c'est vraiment analyser les besoins de ses clients et après tu vas créer des services complémentaires. Donc, je te disais tout à l'heure, tu vas faire une stratégie, tu vas revendre l'opérationnel ou tu vas vendre une formation ou tu vas vendre vraiment toute la mise en place. Tu peux le faire pour moi, soit seul, donc, comme je te disais, le premier c'est analyser les besoins, le deuxième c'est tu vas créer tes services complémentaires. Heu Tu peux faire une offre supplémentaire, par exemple, en supervision. Tu vas transmettre de la compétence et aujourd'hui, tu peux proposer, par exemple, une offre d'advisory. C'est ce que j'ai mis en place récemment avec un client où, il était dans les services, un truc assez complexe, où il fait globalement toute la stratégie, le déploiement et derrière, il a proposé une offre d'advisory pour, de manière trimestrielle, accompagner l'entreprise à monitorer ce qui a été mis en place. Ouais. OK? Donc c'est pas forcément des choses avec des très hauts budgets. Tu peux te dire, c'est 1 500 € tous les trimestres, ce qui est déjà pas si mal. Mais si tu le Mmh. vends de manière récurrente, tu sais que tu as déjà, tu déjà 6 000 € de récurrent sur un client pour une année. Tu Ouais, le puis ça se multiplies par cumule. 2-3. Mmh. Ouais, Mmh. exactement et ça te permet d'avoir ton offre de récurrence et après tu peux aussi développer des partenariats stratégiques pour revendre. Ouais. Heu, Moi j'ai le cas donc pour revendre, donc pour faire tes cross-sell, moi j'ai le cas d'un client qui, qui lui, on avait développé toute son offre, c'est une offre de solutions, logistiques, durables en fait, pour enlever tout ce Mmh. qui est carton et plastique et en fait cette solution elle est achetée déjà pour réduire l'impact environnemental, mais pour, ce qu'ils veulent en fait aujourd'hui les entreprises quand ils réduisent leur impact environnemental, c'est que ça se voit, c'est pouvoir en parler. Donc Ouais. on a trouvé et ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui sa prestation, il la propose avec tu peux aussi acheter, donc en revente, l'étude de l'impact carbone, de l'impact de réduction, de ton empreinte carbone associée à, ce changement de solution logistique et en fait ça cartonne, ils prennent tous la donne, Ouais. derrière. Parce qu'ils ont la solution et de quoi en parler pour pouvoir, donc ça nécessite une réflexion et c'est toujours de se dire: «De quoi mon client pourrait avoir besoin?» et si je ne sais pas le faire moi, en fait, nouer des partenariats stratégiques. Ouais. C'est Mais les tu vois, c'est partenariats, on n'en parle pas assez aujourd'hui, on le fait pas assez, mais c'est hyper puissant quand on arrive à trouver le bon partenariat, c'est hyper puissant et le client, il est super content. c'est intéressant ce que l'exemple que tu donnes parce qu'au final, ça pourrait s'appliquer à n'importe qui. Tu vois, là, le truc, ouais, moi, je suis monoproduit, puis j'ai pas le temps de développer un nouveau produit, j'ai pas le temps de, tu vois, c'est pas, enfin là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Ouais, mais en fait, cette offre, elle peut aussi être faite, du coup, comme De manière c'est une espèce conjointe? d'affiliation. Toi, tu le vends, tu prends une com, derrière, tu fais rien de plus, mais derrière, t'as augmenté ton panier moyen, ou alors potentiellement, je vais dire, parce que là, tu peux le vendre au moment de la vente, mais tu peux très bien aussi non, le vendre dans 6 mois. En fait, Oui, dire, alors ils voilà, achètent pas tous on de a tout suite, hein. déployé, et puis bah du coup, 6 mois après, tu fais ta relance par rapport à ça, et donc Exactement. tu vas aller vendre un add-on. Ça existe même pour les logiciels en fait, ça, tu vois. T'as un logiciel en self-service, bah du coup tu peux avoir un add-on avec un onboarding personnalisé et ça peut être un Exactement. prestataire qui le fait en fait. Mais derrière t'as vendu, t'as une petite offre en plus du dessus ou un suivi qui peut être intéressant quoi. Et tu t'es positionné dans la tête de ton client comme, la personne clé, qui va, être attentive à ses besoins. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas toi-même pouvoir tout lui fournir, heu,
mais par contre, il t'a identifié et ça veut dire qu'il reviendra. Il est plus enclin à revenir régulièrement chez toi. Ok, très cool. Ouais, donc si je reprends, analyser les besoins des clients et les évolutions, donc créer ces services Ça, c'est la complémentaires, base. voilà, soi-même ou alors par des partenariats Par des stratégiques, du partenariats coup, stratégiques. sur Et les lesquels il y aura partenariats, une commission. Et des fois, tu peux faire de l'apport presque le d'affaires. plus simple en fait, hein, parce que du coup, tu prends l'argent puis c'est pas toi qui fais la presta, mais Mais oui, mais enfin ça compte une quand même. partie quoi. Alors, Ouais, tu ça peux le faire compte. sous deux, tu peux soit le faire où c'est du partenaire, c'est toi qui le revends. Et dans ce cas-là, moi, ce que je suggère, c'est quand même d'avoir ta participation, c'est-à-dire de quelle Ouais. manière tu participes à ça. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs, qu'on fait régulièrement. Ou alors, tu fais un partenariat où tu prends une commission, c'est de l'affiliation, tu prends une commission Mmh. d'apport d'affaires, mais c'est toi qui l'as présenté à ton client. Ouais. Ok. Et c'est toi qui as identifié le besoin en amont. Et Très oui, c'est cool. ultra puissant. Ouais, mais ça fonctionne bien. Et puis en fait, c'est vrai que là, pour le coup, t'as pas d'offre qui fonctionne toute seule, tu vois. Enfin, il y a toujours dans ton écosystème un truc en plus qui permet d'aller plus loin ou qui est complémentaire ou qui va venir effectivement améliorer la qualité de service, que tu le fasses ou pas. Et du coup, tu peux aller le chercher assez rapidement avec ce type de partenariat, quoi. Exactement. Très cool. Écoute, j'allais te demander en conclusion quel est le sujet que tu voudrais mettre en avant, le point que tu voudrais retenir de notre échange. Je le devine parce que tu l'as dit plusieurs Je vais fois. faire ma lourde. Mais ouais, vas-y, c'est le moment. Mais oui, c'est vrai que, en marketing, on pourra jamais, sauter cette étape. On pourra donner, des dizaines d'outils super sympas et tout ça, mais l'outil le plus précieux qu'on a, c'est nos clients. Alors c'est moche de dire que ce sont des Ce outils, sont des mais outils. c'est pas, voilà, le but n'est pas de les instrumentaliser non plus, mais c'est vraiment d'essayer de créer de la valeur à chaque étape en écoutant les clients et pas en essayant toujours de deviner. Alors parfois ils savent pas ce dont ils ont besoin et là n'est pas le sujet, mais en connaissant leurs problèmes, notre objectif c'est vraiment d'arriver à anticiper leurs besoins et de simplifier leurs expériences. Et avant d'aller trop loin, vraiment simplifier l'expérience, proposer une super expérience et anticiper les besoins aussi. Ça va permettre de créer cette relation durable. Et après, un client qui est satisfait, c'est notre meilleur ambassadeur aussi parce qu'il va aller parler de nous. Donc ça, c'est Clairement. aussi à ne pas négliger. Écoute, très cool. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Laurie. Si jamais il y a des questions, des petites questions pour toi, du coup, bon, je l'ai dit au début, mais t'es présente sur LinkedIn, on peut te trouver là. Et puis du coup, il y a My Marketing Podcast à aller Exactement. écouter aussi, À qui est. l'écouter ou visionner sur YouTube également. Eh oui, visionner. Toi, tu m'as devancé. T'as pris la vidéo. Un jour, peut-être, faudra que j'y mette quand même. Mais oui, On verra. Écoute, merci beaucoup encore pour tout. C'était très chouette. Et puis du coup, moi maintenant, je te souhaite une bonne journée. à toi aussi, merci Axel. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.